J'étais juste un adolescent comme les autres. Je n'étais pas populaire, mais je n'étais pas non plus un loser. Mes amis et moi aimions faire du sport, nous battre aux jeux vidéo et nous vanter des filles avec lesquelles nous étions sortis. Mes notes étaient moyennes et ma famille était ennuyeuse et ordinaire. Mes parents étaient rarement à la maison parce qu'ils étaient toujours occupés à travailler, donc la plupart du temps j'étais à la maison pour garder mes 2 petits frères jumeaux. Un jour, ma vie moyenne est devenue incontrôlable. Mais avant que je vous raconte comment elle est devenue incontrôlable, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et quand vous le ferez, quelque chose d'incroyable se passera aujourd'hui. Dès que je me suis réveillé, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai sauté du lit pour préparer mes frères pour l'école comme d'habitude. J'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai commencé à descendre les escaliers. Avant d'être à mi-chemin dans l'escalier, j'ai remarqué une silhouette d'un homme inconnu dans le salon. Il appuyait sur des touches de la télévision. Il était très probable que mes parents l'aient laissé entrer. Nous n'avons jamais eu de visite. Était-ce un voleur? J'étais terrorisé. « Maman, papa !» ai-je hurlé. « Il y a quelqu'un dans la maison !» ai-je crié. L'homme s'est retourné instantanément et m'a souri. « Bonjour Simon, nous t'attendions avant de commencer le petit déjeuner. Va t'asseoir à table, dépêche-toi, dit-il. « Qui es-tu? Qui t'a invité pour le petit déjeuner ?» ai-je demandé. « Tu es un garçon stupide. Arrête tes bêtises. Dépêche-toi ou tu vas être en retard à l'école, a-t-il dit. Je suis allé dans la salle à manger en espérant que mes parents auraient une explication à propos de cet inconnu. Quand je suis entré, j'ai été choqué. 4 personnes étaient assises autour de la table. Une vieille dame, une jeune femme et 2 petites filles. Elles avaient toutes les cheveux roux et les yeux verts. Je n'avais jamais vu ces parfaits étrangers dans notre quartier auparavant et je n'avais aucune idée de qui ils étaient. « Ouais, Simon est debout !» s'est écriée l'une des filles. « Quoi? Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» ai-je demandé. « Maman, Simon redevient bête !» dit-elle à la femme. « Bonjour mon fils, pourquoi tu ne t'assieds pas? Je t'ai préparé ton plat préféré, dit la femme. Pourquoi m'as-tu appelé fils? Je ne sais même pas qui tu es, lui ai-je répondu. Maintenant, Simon, tu vas un peu trop loin dans tes plaisanteries, dit l'homme étrange en entrant. Nous avons attendu toute la matinée que tu te réveilles. Mange ton petit déjeuner et prépare-toi pour l'école, a-t-il poursuivi. Il avait l'air plus strict cette fois-ci. J'étais totalement perdu, mais j'ai décidé que je trouverais après coup ce que tout cela signifiait. J'ai pris mon petit déjeuner et je suis parti. En allant à l'école, j'ai commencé à avoir très peur. Je n'avais toujours pas vu mes parents ce matin-là et je voulais savoir pourquoi ils avaient invité des gens pour le petit déjeuner et qu'ils m'avaient ensuite laissé seul. Et puis, pourquoi cette femme m'appelle-t-elle fils? J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai essayé d'appeler ma mère. Il a sonné 2 fois, puis je n'ai plus rien entendu. J'ai essayé d'appeler mon père, mais il ne sonnait pas du tout. La dernière option était d'aller à l'école primaire de mes frères pour savoir s'ils allaient bien. C'était complètement fou qu'ils aient quitté la maison avant moi parce que je les accompagnais toujours à l'école. J'ai rapidement changé de direction et je me suis dirigé vers leur école. Quand je suis arrivé, je suis allé directement dans leur classe et j'ai fait signe à leur professeur de venir me parler à l'extérieur. « Bonjour mademoiselle Harper, je n'ai pas vu mes frères ce matin. Est-ce que James et Oliver vont bien ?» ai-je demandé. « James et qui ?» a-t-elle répondu. « Mes frères jumeaux, James et Oliver. Ils sont censés être dans votre classe. Ils sont là ?» lui ai-je répondu. « Je suis désolé, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne connais personne de ma classe qui porte ces noms. Je ne pense même pas que nous ayons des jumeaux dans notre école, » s'est-elle exclamée. Elle avait l'air confuse. Est-ce qu'elle me faisait une blague? Je l'ai poussée sur le côté et j'ai regardé à l'intérieur de la classe. Tous les sièges étaient occupés, mais personne ne ressemblait à James ou Oliver. Que se passait-il? J'ai couru dehors et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Avait-il été kidnappé? Le professeur était-il payé pour me mentir? Je n'en avais aucune idée. Alors, la chose la plus logique à faire était d'appeler la police. J'ai rapidement composé le numéro et je leur ai expliqué qu'il y avait 5 étrangers dans ma maison et que je ne pouvais pas joindre mon père et ma mère. Ils m'ont demandé le nom de mes parents et mon adresse. Ils m'ont dit de retourner à la maison et de les attendre dehors. Je suis rentré chez moi et je suis resté derrière un arbre en attendant l'arrivée de la police. Quand ils sont arrivés, j'ai couru vers eux. « C'est moi, Simon. Il y a des gens dans ma maison et je ne sais pas qui ils sont. Je n'arrive pas à joindre mes parents et je pense que quelque chose est arrivé à mes frères, ai-je dit. Ils ont frappé à la porte et l'homme étrange l'a ouverte. « Bonjour, il y a un problème ?» a-t-il demandé. « Nous avons reçu un appel disant qu'il y a des gens dans cette maison qui ne sont pas autorisés à être ici, » a déclaré l'un des policiers. « Quoi? C'est ma maison et seule ma famille est à l'intérieur » a-t-il répondu avec une expression innocente et confuse sur son visage. « Menteur !» ai-je crié. « Vous n'êtes même pas de cette région. Je ne t'ai jamais vu de ma vie !» ai-je crié. Je me suis retourné vers le policier. « C'est un fou et il vous ment !» je lui ai dit. « Simon, c'est quoi tout ça ?»
Je vais vous montrer la preuve que cette maison m'appartient, a-t-il dit au policier. Il les a invités à entrer et il est allé chercher un dossier. Il a ouvert et a remis des papiers au policier. Notre fils se comporte un peu bizarrement ces derniers temps. Nous nous excusons pour le dérangement, dit l'homme étrange. Eh bien, il faut lui trouver de l'aide. La police est très occupée et nous n'avons pas vraiment le temps pour cela, répond le policier. Quoi? Vous le croyez? Je ne sais pas qui sont ces gens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Avant même que je puisse finir, les policiers étaient partis. Simon, s'il te plaît, calme-toi. Va à l'école et on en reparlera plus tard, a-t-il dit. Je ne sais pas qui vous et ces gens étranges êtes, mais je vais aller au bout des choses et vous le regretterez. Je lui ai crié dessus et je suis parti en trombe. J'ai couru à l'école et en arrivant, j'avais prévu d'aller directement dans le bureau du directeur. Dans le couloir, je suis tombé sur mon ami Kyle. Il m'a dit « Hé, tu es en retard aujourd'hui ?»« Kyle, écoute, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Ce matin, je me suis réveillé et ma famille était partie. Ma maison était pleine de gens que je n'avais jamais rencontrés de ma vie. Une maman et un papa, une grand-mère et 2 filles. Ils se ressemblaient tous et ils font comme s'ils avaient toujours été là. Je ne sais pas où sont mes vrais parents et mes frères. J'ai appelé les flics mais ils n'ont rien fait. Je suis complètement flippé et je ne sais pas quoi faire. » Je leur ai dit « Mec, t'es complètement à côté de la plaque. Tes frères, tu dis? Tu n'as jamais eu de frères. Tu n'as que 2 petites sœurs, Héloïse et Anna. » Il a ri. « De toute façon, dépêche-toi ou tu vas être en retard en chimie. » A-t-il ajouté en continuant à rire. Il s'est éloigné et j'ai couru vers le bureau. « Je dois parler à M. Harris. C'est une urgence. » ai-je dit au secrétaire. « Ok, attends une seconde, Simon. » Elle m'a souri et s'est levée pour le chercher. Il est sorti peu après. « Simon, tu ne devrais pas être en classe. Il y a intérêt à ce que ce soit une vraie urgence, dit M. Harris en me faisant signe d'entrer dans son bureau. Je me suis assis et je lui ai expliqué la situation pendant qu'il me regardait avec un visage sérieux. Quand j'ai eu fini, il m'a regardé sévèrement. « Alors vous dites que les gens de votre maison ne sont pas de votre famille. Cependant, les personnes que vous m'avez décrites sont celles que j'ai toujours connues comme étant vos parents. Pensez-vous que j'ai le temps de plaisanter? Je suis un homme très occupé. As-tu pris quelque chose? » Il a demandé. J'ai été déconcerté. Vous avez pris quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme de la drogue? Lui ai-je répondu. Les adolescents ont tendance à faire des expériences parfois. Je te dis juste que c'est dangereux et que si tu prends quelque chose, tu dois arrêter. De toute façon, je vais en parler au conseiller scolaire. Tu as besoin de parler à quelqu'un, a-t-il dit. Et très franchement, il ne me paie pas assez pour s'occuper des élèves fous, murmura-t-il dans sa barbe. Monsieur Harris, que voulez-vous dire? Je suis complètement clean. Je n'ai jamais essayé de drogue de ma vie. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Je dis la vérité. Pourquoi vous ne me croyez pas? Ai-je crié. Rendez-vous immédiatement au bureau du conseiller. Je vais l'appeler tout de suite, a-t-il répondu sans émotion. Je ne pouvais pas le croire. Je me suis levé et je me suis retourné abattu. Je me suis lentement dirigé vers le bureau du conseiller. Quand je suis arrivé, elle m'attendait. Le principal Harris vient d'appeler. Il avait l'air inquiet. Assieds-toi, Simon, et mets-toi à l'aise. Je peux t'apporter quelque chose? A-t-elle dit. Non, merci, lui ai-je répondu en m'asseyant. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout et je ferai de mon mieux pour t'aider, a-t-elle dit. Je lui ai raconté toute l'histoire et elle m'a fixé du regard. S'il vous plaît, dites-moi que vous me croyez, lui ai-je dit à la fin. Eh bien, c'est assez difficile de te croire, parce que nous connaissons tous vos parents et ce sont exactement les mêmes personnes que tu as décrites comme étant dans ta maison ce matin. Écoute, Simon, si tu prends quelque chose d'illégal, tu risquerais de ruiner tout ton avenir. Ces substances sont également nocives. Je vais te proposer de te faire tester et ensuite nous reprendrons le relais. S'il te plaît, retourne en classe, a-t-elle dit. Je suis sorti de la pièce et j'ai claqué la porte. Je suis retourné dans ma classe et je me suis assis en colère à l'arrière. Tout à coup, tout le monde s'est retourné et s'est mis à rire de moi. « On a attendu que tu avais perdu la tête, Simon !» a crié Jenny, la fille la plus ennuyeuse de la classe. « Oh, je viens de me réveiller et je ne trouve pas ma famille !» se moquait Greg, la brute de la classe. Tout le monde a encore ri. Je me suis tourné vers Kyle. « Tu leur as dit ?» je lui ai demandé. Il s'est retourné et a commencé à rire. Je me suis senti trahi. Il n'y avait absolument personne sur qui je pouvais compter. La police pensait que j'étais fou, le directeur ne me croyait pas, le conseiller pensait que je me droguais et maintenant mon meilleur ami faisait croire à toute la classe que j'étais un lunatique. « Calme-toi, calme-toi. Il est temps de retourner au travail », a essayé de crier notre professeur de chimie en riant. Vous savez quoi? Taisez-vous tous. Je traverse le pire moment de ma vie en ce moment et tout ce que vous pouvez faire c'est rire. Je me suis alors levé et j'ai crié. J'ai attrapé la chaise la plus proche et j'ai jeté à travers la pièce.
Tous les rires se sont arrêtés et tout le monde avait l'air choqué et effrayé. « Allez tout de suite dans le bureau du directeur » a crié le professeur. J'ai quitté la salle et je suis allé m'asseoir à l'extérieur du bureau de M. Harris. Au bout de quelques minutes, on m'a appelé à l'intérieur, on m'a demandé de m'asseoir. « Je suis très inquiet pour toi. D'abord, tu es venu me voir avec cette histoire ridicule et maintenant tu jettes des meubles à travers la classe » a-t-il dit. « Mon histoire n'est pas ridicule, tout est vrai » lui ai-je répondu. Il a dit qu'il allait appeler mes parents parce que mon comportement était inacceptable. Les inconnus sont arrivés peu de temps après et semblaient frustrés. Nous nous sommes tous rencontrés et ils ont tous décidé que j'avais perdu la raison. De nombreux mois ont passé et mes parents biologiques ne sont toujours pas revenus. J'ai été envoyé dans un hôpital psychiatrique pour adolescents parce que je refusais d'accepter que ces étrangers faisaient partie de ma famille. Je me suis mis très en colère et j'ai continué à faire des crises de nerfs parce que personne ne voulait me croire. Tout le monde était convaincu que j'étais fou. Mais la vie est meilleure ici. J'ai de nouveaux amis et j'ai plus de temps pour réfléchir à la façon de retrouver ma famille. De plus, tout est mieux que d'être avec ces étrangers qui vivent maintenant dans ma maison. Vous savez à quel point quand tu peux ressentir la peur quand tu es toute seule dans ta chambre et que tu entends un bruit de collision dans la nuit? Ou quand tu es sur le point de sauter à l'élastique au bord de la falaise? Ou peut-être quand ton estomac te fait mal juste avant un examen? Je parie que vous avez déjà ressenti ce genre de peur plusieurs fois dans votre vie, selon votre courage ou selon le mode de vie que vous avez vécu. En fait, le truc est que je n'ai jamais ressenti ce genre de peur. Pas une seule fois dans ma vie, ni même quand j'étais un bébé, une gamine, et certainement pas quand j'étais une jeune ou une adolescente. Je m'appelle Krista, et croyez-le ou non, je suis née sans la possibilité de ressentir la peur. Ça semble complètement fou, non? Vous avez totalement raison si vous pensez que ça l'est. Ma mère me raconte partout de quand j'étais petite. Dans le passé, Krista, tu n'as jamais pleuré. Je pensais avoir le bébé le plus sage au monde. Mais quand tu as commencé à ramper, je ne pouvais pas te laisser seule une seconde. Tu étais prête à faire des choses que les autres enfants de ton âge n'auraient jamais fait. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 superbes années de plus. Croyez-moi, ça marche. Je ne l'ai jamais appelé. Je n'ai jamais eu peur des gros chiens. Et j'ai essayé de grimper sur toutes les surfaces que je pouvais. J'ai essayé de boire des produits qui brillent, et bien sûr, ces produits venaient du placard des produits ménagers. Imaginez combien de fois ma mère a dû me rattraper pour m'empêcher de me faire mal. Maintenant, ne pensez pas que je ne me suis jamais fait mal. Je me suis blessée plein de fois, croyez-moi, et ça fait super mal. Le truc est que ce sont deux choses qui ne sont jamais en lien jusqu'à ce que ce soit trop tard. Mes parents, bien sûr, m'ont emmené voir plusieurs docteurs et spécialistes. Ils m'ont fait passer plusieurs tests, essayant de trouver ce qui n'allait pas avec moi. Ils m'ont branché sur ces machines en me montrant des images et vidéos, tout en mesurant la réaction de mon cerveau. Apparemment, comme les docteurs l'ont expliqué à mes parents, la partie de mon cerveau qui expérience la peur n'est tout simplement pas active. Un docteur a demandé « Est-ce que Krista est tombée sur la tête quand elle était petite ?» Ma mère s'est sentie coupable d'être une mauvaise mère en entendant ça. Elle ne l'était pas, mais ça l'a fait réfléchir. Et si elle avait fait quelque chose qui a endommagé cette partie de mon cerveau? Et si après tout c'était sa faute? Elle a commencé à pleurer et à se sentir mal. J'étais en colère envers le docteur et je n'ai pas hésité à le lui dire. Vous pouvez imaginer que nous avons dû quitter l'hôpital rapidement. Ce n'était pas un bon jour, mais je ne regrette pas de m'être emportée envers le docteur pour le bien de ma mère. Mes parents, ma mère et mon père, étaient de très bons parents pour moi. Et ils étaient très patients. Ils ne méritaient pas d'être pointés du doigt pour leur irresponsabilité ou autre chose comme ça. J'étais simplement différente, c'est tout. Nous n'avons jamais découvert pourquoi cette partie de mon cerveau ne fonctionnait pas. Et quand mes parents ont essayé de savoir si une opération pouvait me soigner, la réponse était presque toujours négative. Quelques docteurs pensaient que c'était possible, mais les risques étaient trop grands et je pouvais finir handicapée à vie. Ça ne méritait pas la peine de prendre ce risque. Je déteste regarder des films d'horreur, croyez-moi. C'est ennuyant. Rester assis en s'ennuyant pendant que les autres crient et se tortillent dans tous les sens en couvrant leurs yeux. Je soupire simplement et m'ennuie à mort. Les monstres ne me font jamais peur et les tueurs ont l'air tous idiots. J'ai aucun plaisir à écouter des histoires qui font peur autour d'un feu, non plus. Je n'aimais pas le camping comme les autres enfants. Savez-vous aussi ce qui ne m'amusait pas? Les montagnes russes, ainsi que les autres activités qui font monter l'adrénaline pour soi-disant s'éclater. Ça ne me faisait rien. Je restais assise en m'ennuyant à écouter les gens crier et reculer. C'était à mourir d'ennui, et les gens se demandaient quel est mon problème. Croyez-moi, si je gagnais une pièce à chaque fois que j'entendais quelqu'un demander « C'est quoi ton problème ?» je serais riche.
C'était quasiment inévitable que je commence à sortir avec des bandes de fous quand j'ai commencé à aller au collège. Je pense que j'essayais de ressentir ce que je n'ai jamais réussi à expérimenter avant. Ils me poussaient à essayer des cascades de plus en plus folles. Et le niveau de danger augmentait à chaque fois. Ça inquiétait beaucoup ma mère. Elle me suppliait au début de ne plus le faire. Puis elle me grondait et me punissait. Mon Dieu, elle a tout essayé, la pauvre femme. Ma mère essayait de me raisonner comme ça. « Krista, chérie, tu dois comprendre. Tu ne peux pas ressentir la peur. Oui, mais tu peux te faire mal et ça t'arrive souvent. Combien de fois as-tu été à l'hôpital? Mais les autres penseront que je suis une mauvaise mère. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, arrête-toi et pense si c'est moi qui le faisais. Si la réponse est non, alors ne le fais pas. » Et en théorie, ça semblait bien. Je veux dire par là que je pouvais arrêter et penser si ma mère le ferait ou non. Mais en pratique, je n'ai jamais eu le temps. C'était trop tard et je réalisais à quel point j'avais merdé. Je ne peux même pas vous dire le nombre de fois que je suis rentrée chez moi avec mon jean déchiré, avec des éraflures et des ecchymoses. Ou pire encore, mes amis me faisaient faire un parcours et nous allions au parc pour essayer de faire ces cascades folles tout le temps. C'est très amusant. Ils se défiaient entre eux pour faire ces mouvements de malade et j'étais la seule qui acceptait toujours. Quelle que soit la dangerosité. J'étais l'enfant qui faisait des choses que personne d'autre ne voulait essayer. Vous pouvez donc imaginer à quel point ça a mal tourné en peu de temps. Je me suis cassé le bras 3 fois, ma cheville droite 1 fois et ma cheville gauche 2 fois. J'ai dû aller aux urgences plusieurs fois et j'ai même dû aller voir un psychothérapeute 2 fois par semaine, pendant environ 1 an. Ça a vraiment mal tourné et ça inquiétait beaucoup mes parents. Autre chose que je pouvais faire facilement pendant que mes amis avaient vraiment du mal était de sortir avec des gars. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Les filles avec lesquelles je sortais attendaient longtemps que l'homme qu'elles aiment fasse le premier pas. Elles étaient trop timides ou avaient peur de se faire rejeter si elles faisaient le premier pas. Cela ne me faisait rien. Si quelqu'un refusait de sortir avec moi, j'allais voir un garçon mignon, puis en lui souriant, je demandais « Hé, veux-tu sortir avec moi ce soir ?» Simple et efficace. Certains garçons étaient stupéfiés que je sois si directe. Honnêtement, j'ai rarement été rejetée. La plupart du temps, ils acceptaient, soit parce qu'ils m'aimaient ou parce qu'ils étaient impressionnés par mon audace et qu'ils voulaient tenter leur chance avec moi. C'était vraiment amusant de ne pas avoir à attendre que quelqu'un me demande de sortir avec lui. Vous savez, au moins il y avait un bon côté du fait de ne jamais ressentir la peur. J'étais la seule de mes amies à avoir passé la nuit avec un gars. Et c'était tout simplement sur lui que j'étais tombée, le plus beau garçon de l'école, et je lui ai demandé de sortir avec moi. Il m'a dit « Tu as du cran, Krista, j'aime ça !» Et tout le monde nous dévisageait surpris. Tout le monde pensait qu'il allait demander à la capitaine des cheerleaders de sortir avec lui. Mais il était impressionné par mon attitude et a préféré sortir avec moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, même si à la fin ça n'a pas fonctionné entre nous. Nous sommes toujours amis. C'est un super gars. À l'université, j'ai rencontré Gavin, le gars le plus beau que je n'ai jamais connu. Il n'était pas seulement beau, mais aussi très intelligent et ouvert d'esprit. Il me faisait rire tous les jours. Et quand il a découvert que je ne pouvais pas ressentir la peur, Gavin a décidé que sa mission dans sa vie serait de me faire peur. Le pauvre, il a tout essayé. Mais rien n'a jamais fonctionné. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Et il avait beaucoup d'idées pour me faire peur. Il me sautait dessus dans des endroits sombres en me criant dessus. Il se cachait sous mon lit en attendant que je me couche pour attraper ma main. Il m'a même attendu dans un parking déguisé en monstre et il me courait après. À chaque fois, je le dévisageais entre confusion et amusement. Il était si mignon quand il était frustré. Je pensais que c'était mignon, mais il était vraiment déçu. C'était drôle pour moi, et j'adorais le voir essayer encore et encore. Si je devais être honnête, j'aimerais savoir comment on se sent quand on a peur. Je me sens parfois seule car je ne peux pas comprendre un des aspects de l'être humain. Quelques personnes pensent que je suis folle, et qui sait, peut-être le suis-je vraiment. Le problème est que ne jamais avoir peur peut amener dans des situations vraiment dangereuses. Laissez-moi vous raconter quand j'ai failli être poignardée à cause de mon problème. Vous voyez, un soir je marchais dans le parc tard. Bien sûr, une fille normale ne ferait certainement pas ça, mais je n'avais pas peur. Tout à coup, un gars assis sur un banc m'a interpellée. Il avait des habits déchirés, les cheveux en pétard et avait l'air très sale. Mais ça ne semblait pas être un danger pour moi. Donc, sans avoir cet instinct de peur que n'importe qui pourrait avoir dans ces circonstances, je m'approchai de lui. Et puis l'homme brandit un couteau devant moi. Il me menaçait en espérant que je fasse ce qu'il me dise, comme on me l'a toujours dit. « Donne-moi tout ton argent ou je te plante !»
À la place, je le dévisageais en secouant ma tête insouciante que je suis. Je lui ai dit « Dans tes rêves, pauvre type, je ne te donne pas mon argent », ce qui a semblé le choquer. Le gars a essayé de me poignarder, mais je l'ai évité. J'ai compris que j'étais dans une situation dangereuse, j'ai alors essayé de m'enfuir. Mais ce n'était pas parce que j'avais peur ou quoi que ce soit. Au lieu de me suivre, le gars a couru dans la direction opposée. Il semble être celui qui a eu peur. Je suis sûre qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi dans le passé. Quand j'en ai parlé à mon copain et à mes parents, ils étaient choqués. C'est exactement la raison pour laquelle ils s'inquiètent pour moi depuis fort longtemps. Et si la prochaine fois le voleur me faisait du mal? Bon, heureusement, ça ne s'est jamais reproduit, et maintenant j'évite les coins sombres quand je suis seule. Ma mère me l'a fait promettre, et je n'aime pas briser les promesses que je fais. Encore aujourd'hui, Gavin et moi sommes toujours ensemble. Il est super, même s'il ennuie tout le monde dans notre entourage avec ses tentatives de me faire peur en permanence. Souvent, il finit par faire peur à quelqu'un d'autre dans sa tentative. Ma mère l'a engueulé sérieusement une fois, et depuis, il arrête ses tentatives quand elle nous rend visite. Même si je ne m'en soucie pas, pour moi c'est drôle et mignon. Je ne pourrai certainement jamais avoir peur. Mais maintenant, je l'accepte comme étant une partie de moi. Comme le fait d'être une brunette et d'avoir des taches de rousseur. Voilà, c'est mon histoire. Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez plus avoir ce genre de peur? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. Ma famille ne me parle que si je leur envoie de l'argent. J'ai rêvé que je volais comme un aigle au-dessus des montagnes. Je me sens libre et puissant. Je ne m'étais jamais senti aussi bien. Jusqu'à ce que je sois réveillé par la sonnerie de mon téléphone. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte combien j'avais mal. Tout était douloureux. J'avais mal à des endroits dont j'ignorais même l'existence. Le pire, c'était mes côtes. Quand je me suis baissé, j'ai vu que j'avais plusieurs messages de mon frère Paul et ma demi-sœur Suzanne. Je pouvais presque entendre leur voix dans ma tête en lisant. J'ai vu en premier celui de mon grand frère Paul. « Hé, petit enfoiré, n'oublie pas de transférer l'argent sur nos comptes avant 17 h aujourd'hui. Papa a presque pété un câble quand c'est arrivé à 17 h 15 le mois dernier. » Paul était le préféré et l'aîné. Mon père l'a emmené quand il a abandonné ma mère, et quand j'avais 4 ans et Paul en avait 8. Papa a dit que c'était parce qu'il était plus autonome. Puis j'ai lu le message de ma demi-sœur Suzanne. Papa voulait te faire savoir qu'il annulera la fête si tu es encore en retard. J'ai entendu son ton condescendant en lisant. Pour être honnête, elle parlait comme ça à tout le monde, sauf à papa. Cette fois où j'ai été en retard, quand j'ai été coincé dans le métro à cause d'un canard excessivement enthousiaste. C'est vrai, me suis-je dit en sortant lentement du lit et en me dirigeant vers la douche. En passant devant le miroir, j'ai remarqué à quel point j'étais amoché, mais je n'y ai pas accordé plus d'attention. L'eau chaude était incroyablement agréable. J'avais 11 ans quand ma mère est soudainement morte. Sans aucune autre famille, mon père et sa nouvelle femme ont dû m'accueillir. Ils m'ont donné une petite chambre au sous-sol, une liste de tâches ménagères dont je vais m'occuper. À part ça, je devais me débrouiller tout seul, avec mon frère et mes 3 demi-frères et sœurs. La plus grande Suzanne, Paul, le fils cadet, qui a environ 1 an de moins que moi, et Lina, la Benjamine, qui vient juste d'avoir 17 ans. Le fait que Suzanne a 1 an de plus que mon grand frère Rick ne m'a jamais échappé. J'ai trouvé un travail quand j'avais 14 ans et j'ai économisé jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour partir. Alors que je quittais leur maison pour la dernière fois, ils m'ont montré une facture. Ce n'était pas une blague. Ils voulaient que je les rembourse tout. Des arriérés de loyer que je leur devais, autant que mon père et ma belle-mère avaient passé à m'aider à faire mes devoirs, en passant par ce que je devais à mon frère et ma sœur pour m'avoir gardé quand mes parents étaient sortis, et ainsi de suite. Même les plus jeunes m'ont donné une facture pour toute l'attention qu'ils ne recevaient plus des parents depuis que j'avais emménagé. Ma belle-mère a été très claire quand je suis parti. Je n'oublierai jamais son message. Si je ne rembourse pas ce que je dois jusqu'au dernier centime, ils vont tous me tourner le dos pour de bon. Après m'être habillé, alors que j'étais prêt à partir au travail, j'ai entendu qu'on frappait à la porte de mon appartement. « Wow, Wyatt, tu as une mauvaise mine !» Je me demande de quoi a l'air l'autre type. Ces mots venaient de mon voisin, collègue et dernier adversaire de combat libre en date, Henri. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner car son visage était presque aussi amoché que le mien, alors qu'il me tendait un café. Il avait quelques années de plus que moi et était ce qui se rapprochait le plus d'un véritable frère pour moi. Il m'a pris sous son aile, en quelque sorte, peu de temps après que j'ai commencé à vivre dans la boîte qu'il y a quelques années. Parce que ça ne paye pas aussi bien que le voudrait ma famille, j'ai commencé le combat libre en catégorie amateur.
En nous dirigeant vers la station de métro, Henri m'a expliqué « Mec, tu dois apprendre à protéger ton corps. Protège ton corps. Protège le corps, ne pense pas à l'attaque, prends le risque pour gagner. » Mon esprit a divagué vers le combat d'hier soir et la sensation de son tibia entrer en collision avec mes côtes dans un coup de pied dévastateur. J'ai un peu crié au moment de l'impact avant de tomber au sol. « T'inquiète, mon pote, je ne dirai à personne que tu as hurlé comme une petite fille avant de mordre la poussière. Promis, l'entendais-je dire dans mes pensées. C'était un cri de guerre, pas un hurlement. Je suis désolé si je t'ai fait peur, ai-je rétorqué. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit. Je n'en parlerai à personne au bureau. Il envoyait des messages en disant ça et je suis sûr qu'il le racontait à tout le monde. Pendant le trajet en métro, je lui ai parlé de ma situation familiale, y compris la nouvelle d'aujourd'hui. Il me menace de ne pas m'inviter à ma propre fête d'anniversaire. Ils veulent que je leur donne de l'argent qu'ils ne vont certainement pas dépenser pour moi. Le pire, c'est que j'étais proche de mon grand frère et de ma sœur au début, mais quand j'ai oublié un versement plus tôt, ils se sont retournés contre moi. Je n'arrive presque pas à croire les mots qui sortaient de ma bouche. Il écoutait patiemment entre les arrêts de métro. Avec son franc-parler habituel, il m'a donné de sages conseils. Qu'ils aillent au diable, ils ont l'air d'être des crétins. Utilise l'argent pour toi pour une fois, mec. Ils étaient ma seule famille, je ne pouvais pas simplement partir même si je ne les aimais plus. J'avais tellement mal que le trajet d'1 heure pour aller au travail paraissait 2 fois plus long. Si Henri avait presque aussi mal que moi, il ne laissait rien paraître. Nous sommes arrivés au bureau pile à l'heure. C'est-à-dire pile à l'heure pour que notre patron nous surprenne à arriver en retard. Ça aurait pu se passer de différentes façons. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à vous deux? Ont été les premiers mots prononcés par notre patron, M. Gorsch, un homme dégarni d'une 40aine d'années, portant des lunettes à monture métallique, alors qu'il nous regardait, Henri et moi. Comment dire? Nous étions tous les deux très déterminés à avoir le dernier donut au chocolat en venant au travail. C'était la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Suivi immédiatement par Henri qui dit « Pour notre défense, les gens disent que ces donuts sont à tomber par terre. » Et maintenant, mes côtes et aussi ma fierté sont blessées. Notre patron a simplement secoué la tête et nous a dit que la prochaine fois que nous arriverons en retard, nous aurions un rapport. Heureusement, j'étais assez occupé pour que la journée passe assez vite malgré la douleur. Beaucoup de mes collègues m'ont demandé quel était mon film Scream préféré toute la journée, alors qu'on ne m'avait jamais demandé ça avant. Je rédigeais des comptes rendus et j'imprimais des comptes rendus toute la journée. J'avais tellement mal aux côtes que j'ai sauté le déjeuner. L'horloge de mon téléphone indiquait 16h59. Je regardais les secondes passer sur l'horloge de mon bureau. Mais je n'attendais pas la fin de ma journée de travail, ceci dit. Je voulais m'assurer que tout l'argent soit transféré exactement 1 seconde avant 17h. Ma façon silencieuse de dire victorieusement « Allez vous faire voir ». En quelques secondes, j'ai reçu un message de Lina avec une photo d'un gâteau au chocolat. Le message disait « J'espère te voir bientôt ». J'ai levé les yeux au ciel avant de me diriger vers la porte du bureau où Henri m'attendait déjà. À ce moment, un collègue m'a donné une tape dans le dos et a dit « Attention aux cris de guerre » en passant devant moi. J'ai marqué un temps d'arrêt, puis me suis remis en route. Henri, est-ce que tu as parlé à quelqu'un du bureau de mon cri de guerre? Tu veux dire ton hurlement? Non, personne, pas du tout, a-t-il répondu. Comme par hasard, la magnifique Brenda, la fille de mes rêves qui travaille dans notre bureau, est passée à côté de nous et a dit « Bonsoir, Henri. À toi aussi, Wyatt. Ne fais pas trop crier les filles. » Je me suis retourné vers Henri. Tu disais, Henri? Ah, tu voulais parler de notre bureau, a-t-il répondu. Notre bureau, oui, ai-je rétorqué. Alors, tout le monde, oui. Je l'ai dit à tout le monde. Je crois que certaines personnes au 2e et au 3e étage sont aussi au courant. Tu dois protéger ton corps, mec. La prochaine fois, ça n'arrivera pas, m'a-t-il dit, alors que nous descendions la rue animée vers la station de métro. Sérieusement, Wyatt, tes frappes s'améliorent, tes appuis sont solides. Ta principale faiblesse, c'est que tu oublies ta défense. Meilleure est ta défense, et plus tu as de chances de gagner, a dit Henri. La prochaine fois, je vais te battre, ai-je dit. Pour toute réponse, il m'a fait un rapide clin d'œil et a secoué la tête. Quand nous sommes arrivés à la station, nous avons pris différents métros. Après plusieurs bus et environ 1 heure de plus, j'étais enfin arrivé à la maison de famille à la limite de la ville. C'était une jolie maison autrefois, qui avait connu des jours meilleurs. Elle n'était pas tant négligée qu'érodée par le temps et l'usage. Quand je suis arrivé, je n'ai vu que Lina et Rick, une seule part de gâteau et aucun cadeau. Lina était trop occupée à appeler son petit ami au Canada pour m'accorder plus qu'un simple « bonjour, bon anniversaire, au revoir » après m'avoir ouvert la porte. J'ai trouvé Rick dans le jardin, étendu sur une chaise longue avec un verre à la main. « Salut » lui ai-je lancé en arrivant dans le jardin. « Et voici la star du jour » m'a-t-il répondu en levant la tête. « Bienvenue à ta fête !» Il avait un rictus sur le visage que je voulais effacer d'un coup de poing. « Et quelle fête? Où est tout le monde ?»
J'ai envoyé l'argent, attends. Oh, je sais, a-t-il répondu. Tu as juste raté tout le monde. Il entendait par ça que ma belle-mère et mon père étaient partis en voyage aux Bahamas pour une semaine ce matin. Paul était chez sa petite amie et Suzanne, eh bien, j'ai arrêté d'écouter quand il a parlé d'elle parce que j'en avais rien à faire de savoir où elle est, pour être honnête. Pendant une seconde, j'ai pensé partir. J'ai pensé mettre la pâtée à mon grand frère. Même si j'avais l'impression qu'un immeuble s'effondrait sur moi, j'étais presque sûr d'y arriver. Au lieu de ça, je me suis assis sur la chaise longue à côté de Rick et j'ai sorti une bière de sa glacière. Il a levé la tête et a dit « C'est 10 balles, frérot ». Je l'ai simplement fixé pendant un long moment avant qu'il ne cède finalement. « D'accord, mais seulement parce que c'est ton anniversaire. Tu n'auras que celle-là. Je dois les rationner jusqu'à ce que je fasse les courses demain. » J'ai ouvert ma bière et j'ai regardé le ciel. Nous sommes restés assis en silence 1 minute. Mon esprit a divagué. Soudain, Rick et moi nous affrontions sur le ring. Il a donné un coup de poing, mais a manqué ma tête. Puis un autre, sans succès. Il allait en tenter un troisième, mais je lui ai balancé mon poing dans le menton. Il a perdu l'équilibre et il y avait littéralement des étoiles qui flottaient autour de sa tête. Il a levé les bras pour se protéger le visage, mais je lui ai donné un gros coup de pied dans les côtes. Tout son corps a basculé sur l'impact. Ma rêverie a été interrompue par la voix d'Henry. « Allô Wyatt, le pleurnichard, ici la Terre. Je t'ai demandé combien de temps tu allais rester. » « Je ne sais pas. » Et j'ai dit, « Tu ne dois pas te lever tôt pour aller au travail ?» Il s'est moqué de moi. Il avait raison. Mon travail et mes blessures payaient son train de vie. J'ai pris une longue gorgée de bière. « Tu sais Rick, je n'ai jamais voulu que nous soyons ennemis. Tu es la seule vraie famille que j'ai. Je n'ai pas choisi la manière dont les choses ont tourné. Je regrette juste que nous ne soyons pas une véritable famille. » Sa réponse a été un renvoi très bruyant. J'ai posé ma bière et je suis allé à l'arrêt de bus, en pensant à mon retour à la maison qui allait prendre plusieurs heures. En attendant le bus, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Henry. « Ça te dit ce long week-end à Vegas le mois prochain ?» Presque aussitôt, j'ai reçu sa réponse composée d'un seul mot. « Enfin !» Cette soi-disant famille minable ne mérite plus cet argent. Mais il ne connaissait pas le plan que j'avais en tête. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma banque. « Bonjour, j'aimerais signaler des fraudes sur mon compte. Ça concerne plusieurs actions. » « Bien sûr, monsieur. En tant que client Platinum, nous reverserons sur votre compte tout l'argent qui vous a été pris à cause d'une fraude. Mais c'est écrit ici que vous êtes boxeur en combat libre ?» « Oui, et je dis avec un grand sourire en pensant à la nouvelle vie que j'allais vivre. « Oui, et j'habite à Vegas. » Ça allait être génial. En grandissant, je n'avais aucun problème d'audition. J'entendais parfaitement bien. Mon audition était même meilleure que celle de la plupart des gens. Mais ensuite, quand j'avais 6 ans, mon audition a commencé à se détériorer. J'avais cette maladie rare qui affectait mes capacités auditives. C'est arrivé au point où je ne pouvais plus rien entendre. J'étais sourde. J'étais si désemparée. J'étais déprimée de ne rien pouvoir entendre. Je ne pouvais pas écouter de musique, je ne pouvais pas écouter les oiseaux, je ne pouvais pas écouter la télévision. Ma vie était ruinée. Et c'était encore pire à l'école. Les autres enfants se moquaient de moi car je devais utiliser le langage des signes pour communiquer ou écrire sur des morceaux de papier. Ils me faisaient des grimaces, ils se moquaient de la façon dont j'utilisais mes mains. C'était horrible. Et si c'était si difficile de s'adapter, c'est plus facile pour les personnes qui sont nées sourdes. Elles ne connaissaient pas la différence. Mais je savais ce que c'était d'entendre, je savais ce que je manquais. Ce que tu n'as jamais eu ne peut pas te manquer, mais moi si. L'école était particulièrement difficile. Je savais lire et écrire, mais lorsque l'enseignant parlait ou faisait cours, j'avais beaucoup de mal à suivre. J'avais suivi des cours de lecture labiale, ce qui me permettait de déchiffrer certains mots, mais j'apprenais encore. Bien sûr, je n'avais qu'une dizaine d'années et il n'était pas indispensable que je comprenne tout. Mais je voulais quand même apprendre, je ne voulais pas être laissée de côté. Finalement, je m'y suis habituée. Je pouvais utiliser le langage des signes couramment et j'étais une experte pour lire sur les lèvres. Mes camarades de classe ont commencé à arrêter de m'intimider. Au contraire, je suis devenue l'une des filles populaires. Ils pensaient que c'était cool que je puisse parler le langage des signes. Et beaucoup d'entre eux m'ont demandé de leur apprendre. J'étais juste heureuse d'avoir à nouveau des amis. Les choses allaient bien, j'avais accepté d'être sourde et je pouvais continuer à vivre. Mais ensuite, miraculeusement, quand j'avais environ 15 ans, mon audition a commencé à revenir. Je ne sais pas comment, mais tout à coup, j'entendais les gens parler autour de moi. J'entendais les voitures qui passaient, les oiseaux qui gazouillaient dans les arbres. Tout cela, j'étais en extase. J'étais en classe quand j'ai entendu les premiers sons et j'ai sauté sur mon siège. Quelques personnes m'ont regardé bizarrement, mais elles n'avaient pas réalisé ce qui se passait. Mon audition était de retour, mais après la fin des cours,
Il me parlait toujours comme si j'étais sourde. J'allais dire quelque chose, j'allais le faire, mais ensuite, j'ai entendu une de mes amies dire mon nom. Je me suis approchée et j'ai réalisé qu'elle parlait de moi, derrière mon dos. Elle disait que j'étais si ennuyeuse, qu'elle ne m'aimait pas vraiment, que j'étais une gamine. J'étais tellement blessée, je me suis enfuie et je ne savais pas quoi faire. Et je ne pouvais pas le croire. Est-ce que c'était ce qui se passait tout le temps? Les gens parlaient-ils beaucoup de moi alors que j'étais juste à côté d'eux? J'étais mortifiée. Comment ont-ils pu me faire ça? C'est là que j'ai réalisé. Personne n'a besoin de savoir pour l'instant. Personne n'avait besoin de savoir que je n'étais plus sourde, que je pouvais entendre. Peut-être que je pourrais utiliser ça à mon avantage. Peut-être que je pourrais utiliser ça pour voir qui parle de moi. Peut-être que je pourrais découvrir quelques secrets en chemin. Je sais, c'était une idée terrible. Mais à l'époque, je pensais que j'étais intelligente. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Vous pensez peut-être que je devrais avoir honte, mais vous n'avez aucune idée des sales secrets que j'ai entendus pendant que j'étais sourde. Mais nous en reparlerons plus tard. J'ai commencé à simuler ma surdité. J'ai essayé de le garder caché. Quand il y avait un bruit fort, je devais m'empêcher de regarder dans sa direction. Si j'étais sourde, je ne m'en serais jamais rendu compte. Quand le professeur disait mon nom et que je ne le regardais pas, je devais empêcher de regarder autour de moi. Je devais attendre que quelqu'un me tape sur l'épaule pour attirer mon attention, comme si j'étais vraiment sourde, et croyez-moi, c'était dur. Vous imaginez quand quelqu'un appelle votre nom, votre première réaction est de regarder et non, mais j'ai dû m'ancrer en moi pour faire semblant d'être sourde, et ça a pris un moment, mais je m'y suis habituée. Un jour, j'étais à mon casier, et ce garçon se tenait là, avec une bande de ses amis. Au début, quand ils m'ont vue, ils ont eu une certaine appréhension, mais j'étais tournée dans l'autre sens, alors ils se sont détendus. Tant que je ne pouvais pas voir leur bouche, je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. J'ai réalisé qu'ils parlaient de moi. C'est alors que j'ai entendu un des garçons mignons, Sam, dire qu'il avait le béguin pour moi. J'étais tellement excitée et nerveuse. J'ai essayé de ne pas réagir, mais je pouvais déjà sentir des papillons monter dans mon estomac. J'étais si heureuse à l'époque d'avoir fait semblant d'être sourde. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais réalisé que j'avais un admirateur. Je me suis immédiatement dirigée vers lui, en regardant de manière significative. Il a semblé paniquer un peu, probablement parce qu'il pensait que je l'avais entendu, mais ensuite il a semblé se rappeler que j'étais sourde. Eh bien, il ne s'en doutait pas, j'ai entendu chaque mot. Finalement, on a commencé à sortir ensemble. C'était assez évident avec Sam puisque je savais qu'il m'aimait bien, alors je n'ai pas tardé à lui demander de sortir avec moi. Il était vraiment mignon et j'ai trouvé très drôle de voir à quel point il était nerveux en ma présence. Mais il y avait cette fille, Anna, qui flirtait toujours avec mon petit ami. J'étais tellement en colère contre elle. Je voulais lui crier dessus quand elle lui disait des choses inappropriées. Mais je me suis rendu compte que cela indiquerait que je pouvais entendre, alors je me suis tue. Mais elle pouvait être si exaspérante. Il y a eu cette fois en classe où je mettais mes livres dans mon sac et Sam m'attendait. Anna s'est approchée de lui. Ils étaient tous les deux derrière moi, donc elle a probablement pensé que je ne pouvais pas entendre. Et elle lui a dit qu'elle aimait sa coupe de cheveux. Elle a dit qu'il était si beau. Je me suis à peine empêchée de me retourner et de la gifler. Mais je devais utiliser cela à mon avantage. Je faisais semblant d'être sourde pour une raison. Voir qui était un vrai ami et qui étaient les faux. Alors je suis restée silencieuse. Je me rendais à des fêtes. J'étais assise et les gens bavardaient à côté de moi, mais ils s'en fichaient puisque j'étais la fille sourde. J'entendais tant de secrets, comme le fait qu'une fille de ma classe était enceinte, ou que quelqu'un trompait son partenaire, ou que le professeur divorçait. Personne ne le savait, mais je dressais une énorme liste de personnes que je pouvais faire chanter avec toutes ces informations. J'ai réalisé que je pouvais commencer à utiliser ça à mon avantage. J'ai découvert qu'Anna avait une énorme verrue sur le dos. Elle serait tellement gênée si les gens le découvraient, donc je suis allée la voir à l'école avec une note déjà en main. Je lui ai donné, voici ce que j'ai écrit. « Salut Anna. Je sais pour la verrue sur ton dos. Si tu veux que ce secret reste entre toi et moi, alors reste loin de Sam. C'est mon petit ami, pas le tien. » Elle a levé les yeux vers moi, son visage rougissant déjà, et elle avait acquiescé. « Bien, m'a-t-elle dit. » Je suis partie, c'était fait. Je savais que je n'avais plus à m'inquiéter de la présence d'Anna auprès de Sam. Pendant ces quelques années au lycée, je suis devenue le célèbre maître chanteur de l'école. Si quelqu'un se mettait dans mes petits papiers, il le regretterait sûrement, parce que j'avais des ragots sur tout le monde. Même Sam, j'ai découvert que son père était en prison pour une affaire de fraude, mais je n'en ai pas parlé avec lui. Je n'étais pas si méchante. Mais à l'époque, j'étais une jeune adolescente gâtée et tourmentée. J'aimais contrôler les gens. Vous vous demandez peut-être comment j'ai réussi à simuler ma surdité pendant tout ce temps. Eh bien, ça n'a pas duré éternellement. J'ai fait une erreur qui a tout fait s'écrouler. J'étais à une fête et Anna parlait de moi et de mon petit ami. J'étais censée être sourde, alors quand j'ai reculé un peu pour entendre plus clairement, ils n'ont pas semblé s'en soucier. Ce que je l'ai entendu dire m'a fait perdre la tête. Elle a parlé de la façon dont Sam m'a trompée avec elle. Je n'ai pas pu m'en empêcher.
Je me suis retournée, je lui ai crié dessus. J'ai parlé clairement, contrairement à une personne sourde, et j'ai évidemment laissé entendre que je pouvais entendre. Tout le monde était choqué. La musique s'est arrêtée. « Hé, je croyais que tu étais sourde !» quelqu'un a crié. Sam s'est approché de moi. « Waouh, tu peux à nouveau entendre !» Je ne savais pas quoi dire. Je m'étais exposée. Tout le monde aurait su que je faisais semblant. Anna rétrécit son regard, puis j'ai regardé impuissante, comme elle a soudainement réalisé ce que j'avais fait. « Non, tu as fait semblant, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. Je me suis rétractée. Sam m'a regardé d'un air interrogateur. « Quoi? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien dit. C'était fini. Le jeu était terminé. « Quoi? C'est fou !» a crié une voix. « Abruti !» Quelqu'un d'autre a crié. Je me suis renfrognée en me tournant vers Sam. « Tu m'as trompée avec Anna ?» Les yeux de Sam se sont élargis. « Quoi? Comment as-tu… » « Ah, c'est donc pour ça que tu t'es révélée !» Anna a rigolé. « Tu m'as entendu ?»« Eh bien, c'est vrai. Sam et moi, nous sommes embrassés. » Sam l'a regardée choquée. « Anna !»« Oh, qui s'en soucie ?» a-t-elle balancé. « Ta petite amie le sait déjà. » Je ne savais pas quoi faire. Sam m'avait trompée, mais tout le monde savait que je les avais trompés. De quel côté serait-il ? Anna m'a regardé méchamment. « Maintenant, je sais. C'est comme ça qu'on fait chanter les gens. Tu as tout entendu, n'est-ce pas ? Tu es sournoise. » Les gens ont commencé à chuchoter en réalisant ce que j'avais fait. Certains avaient l'air inquiets en repensant à toutes les choses qu'ils avaient dites en ma présence. Je voyais maintenant qu'ils ne prendraient pas mon parti. Je leur avais menti, à tous. J'avais fait quelque chose d'impardonnable. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis enfuie de la maison. Je suis rentrée directement à la maison. Le lendemain, j'ai dit à mes parents que je devais changer d'école. Je ne pouvais plus y aller. Mes parents étaient si confus. Vous voyez, ils pensaient encore que j'étais sourde aussi. Je leur ai tout avoué. Comment j'avais trompé les gens, comment j'avais simulé ma surdité depuis 1 an, et ils étaient mortifiés. Ils ne pouvaient pas croire que j'avais fait quelque chose comme ça. Mais finalement, ils m'ont aidé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils m'aimaient toujours. Nous avons convenu que je devais changer d'école, prendre un nouveau départ. Mais les enfants de la nouvelle école où j'ai déménagé avaient entendu parler de moi. J'étais cette fille sourde qui avait simulé sa surdité. La nouvelle s'est répandue. Heureusement pour moi, il ne me restait qu'1 année au lycée. Je pouvais donc m'échapper à l'université. Mais cette dernière année a été la pire année de ma vie. Encore pire que lorsque j'ai découvert que j'étais sourde. Vraiment sourde. Les gens m'évitaient. Ils laissaient des notes méchantes dans mon casier. Ils me traitaient de tous les noms. Mais cette fois, je ne pouvais pas faire semblant d'être sourde. Je ne pouvais pas prétendre que je n'avais pas entendu ce qu'ils disaient, et c'est pourquoi ils ont pris une grande satisfaction à rendre ma vie si misérable. Je n'avais pas d'amis, littéralement aucun. Même les enseignants avaient entendu parler de ce que j'avais fait dans mon école précédente, et je pouvais voir qu'ils me regardaient avec mépris. Je ne sais pas si c'était ma propre stupidité ou juste leur parti pris, mais je n'ai jamais eu de A en dernière année de lycée. Maintenant, je me rends compte de l'énorme erreur que j'ai commise. Je n'aurais jamais dû manipuler les gens comme ça. J'avais transformé quelque chose d'incroyable, le retour miraculeux de mon audition, en une sorte d'arme. Je n'aurais jamais dû le faire. Eh bien, j'ai appris ma leçon maintenant. Un soir, je rentrais chez moi après avoir fermé le restaurant tard dans la nuit. Je détestais travailler si tard, mais j'avais besoin de tout l'argent que je pouvais avoir pour l'université. Il faisait sombre, il y avait du brouillard, ce que j'ai trouvé étrange. Soudain, alors que je passais dans une ruelle, quelqu'un a touché mon coude. C'était un vieil homme. Il m'a souri, mais j'ai franchement paniqué quand il a fouillé dans sa poche. Je suis grand, alors j'ai pensé que je pourrais certainement le battre. Mais je ne voulais pas me battre contre un vieil homme. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification afin d'être les premiers à être informés lorsque nous publierons une autre histoire géniale. Le vieil homme a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite feuille de papier. Il l'a placée dans ma main, m'a salué avec son chapeau et a disparu dans le brouillard. Je me suis rapproché d'un lampadaire et j'ai déplié le petit papier. C'était un gratte-gratte de loterie. J'ai gloussé, pensant qu'un vieux fou venait de me donner sa poubelle. Mais le ticket n'était pas rayé. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai attrapé une des pièces que j'avais reçues en pourboire cette nuit-là. J'ai utilisé la pièce pour gratter ce ticket et j'ai secoué la tête pensant que je voyais des choses. Ça disait que j'avais gagné $1 million. Mais non, ce ne peut pas être ça, n'est-ce pas? Ça n'arrive qu'aux plus chanceux. Et puis, un vieux type m'a donné ça. C'est sûrement un faux. J'ai mis le billet dans ma poche et je me suis moqué de moi pour avoir cru une seconde que c'était réel. J'ai jeté ma veste sur la table de nuit en rentrant et je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Le lendemain matin, j'ai vu le billet dès que j'ai ouvert les yeux, car il était tombé de ma veste et se trouvait juste à côté de moi. Je l'ai mis contre la lumière qui s'infiltrait à travers mes rideaux. Je ne vais pas mentir, ça avait l'air toujours un peu faux pour moi. Après m'être tiré, je me suis dirigé vers la cuisine et je me suis préparé un petit déjeuner. Je regardais toujours le ticket en me demandant surtout pourquoi ce vieil homme me l'avait donné. Essayait-il juste de faire une farce à un enfant? Mon regard a dérivé vers le bol de fruits à côté de moi. C'était plein de vieux gratte-gratte que ma mère avait acheté. Elle a toujours eu la foi que nous gagnerons quelque chose un jour. J'ai comparé le gratte-gratte au vieux gratte-gratte de ma mère.
Ça a commencé à avoir l'air plutôt réel, mais je pensais toujours que c'était une farce. Ma mère est alors entrée dans la cuisine. Elle se frottait les yeux et bâillait, mais quand elle a vu ce que je tenais dans ma main, elle s'est réveillée en sursaut. « C'est ça, laisse-moi le voir !» Elle me l'a arraché des mains. J'ai essayé de lui dire que c'était un faux, mais elle était déjà en train de sauter et de me serrer dans les bras. Je ne voulais pas lui briser le cœur. Sans même avoir fini mon petit déjeuner, elle m'a tiré hors de la maison et m'a traîné au bureau de poste. Elle était amie avec la dame qui y travaillait et qui vendait des gratte-gratte. Elle lui a jeté le ticket au visage et j'étais sur le point de lui dire que c'était un faux, quand la dame a crié et a commencé à sauter de haut en bas, félicitant ma mère. Ma mère s'est pressée de dire que c'était mon billet, pas le sien, et la dame s'est approchée de moi et a commencé à me serrer les joues, me traitant de jeune homme très chanceux. J'étais encore sous le choc lorsque nous avons envoyé le billet pour échanger le prix. Et encore plus sous le choc lorsque nous avons été appelés pour échanger le prix et recevoir mon argent. Je suis resté là, sidéré, devant les caméras, tenant un énorme chèque d'1 million de dollars. Mon visage était aux infos, à côté du montant que j'avais gagné. Tous ceux qui me connaissaient savaient que je venais de gagner un sacré paquet d'argent, mais maintenant je regrette qu'ils l'aient su. Quand je suis allé à l'école ce lundi, j'ai tout de suite vu que c'était différent. Les gens s'écartaient de mon chemin lorsque je marchais ou me saluaient alors qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Mes amis étaient soudainement très affectueux, ce qui n'était pas avant. Il a fallu un peu de temps pour s'y habituer, mais après quelques heures, j'ai adoré cette attention. Quand mes amis et moi allions déjeuner dans un endroit spécial, je payais bien sûr. J'ai aussi payé l'essence quand nous allions à la plage et les collations aussi. J'ai même loué un bateau une fois et nous sommes allés à la mer. Mon amie Rachel a jeté son téléphone dans l'océan. Alors bien sûr, j'ai dû lui en offrir un nouveau. Mon ami Malik avait besoin d'un nouvel ordinateur portable. Alors je lui en ai acheté un. Une fois, j'ai même payé le déjeuner de tout le monde à la cafétéria de l'école. La dame du déjeuner m'a juste fait un signe de tête. Ils peuvent s'offrir leurs propres affaires, tu sais. Ne les laisse pas profiter de toi, mon garçon, a-t-elle dit. Mais je l'ai ignoré. C'étaient mes amis. Ils n'auraient pas profité de moi. Un jour, j'ai conduit mes amis au centre commercial et nous avons passé des heures à faire du shopping. D'abord, nous sommes allés acheter des jeux vidéo pour Jake. Puis Rachel voulait un ensemble de valises et Malik a dit qu'il avait besoin d'un costume. Alors, nous l'avons aussi acheté. J'ai payé le reste des affaires de mes amis aussi, mais honnêtement, je ne me souviens pas de ce que c'était. En gros, je passais ma carte de gauche à droite quand on me le demandait. Pendant le trajet de retour en voiture vers les maisons respectives, j'attendais qu'ils me remercient, mais ils ne l'ont jamais fait. Ils étaient tous sur leur téléphone en train de prendre des photos de leurs nouvelles affaires et ils m'ont ignoré quand j'ai essayé d'engager la conversation. J'étais un peu énervé. C'est comme ça que les parents se sentent? Mes amis m'ont à peine dit au revoir quand je les ai déposés chez eux. Que diable! J'étais furieux quand je suis entré à la maison. J'avais l'impression que mes amis se servaient de moi exactement comme la dame du déjeuner l'avait dit. J'étais en classe quelques jours plus tard, avec mes amis Rachel et Malik. J'ai mis mes écouteurs et baissé la tête après leur avoir dit que j'avais mal à la tête et que j'avais besoin de faire une sieste. Je n'écoutais pas de musique cependant. Au lieu de cela, j'ai écouté leur conversation. « Tu devrais le jeter à la poubelle ou le donner à quelqu'un d'autre » a dit Rachel à Malik. « Ouais, je pense que je vais faire ça. Je parie qu'il m'en achètera un nouveau sans hésiter » a dit Malik en riant. Lorsque la cloche a sonné pour le déjeuner, j'ai bâillé et fait semblant de me gratter les yeux. J'ai regardé Malik faire semblant de jeter accidentellement son téléphone dans la poubelle à l'avant de la classe et ricaner avec Rachel. J'étais furieux. Je l'ai repêché et j'ai fait semblant de ne rien voir. Je suis arrivé à notre cafétéria et j'ai trouvé Malik en détresse et une Rachel inquiète, ainsi que nos autres amis inconscients. J'ai calmement demandé à Malik ce qui n'allait pas et il a commencé à dire que ses parents allaient le tuer parce qu'il avait perdu son téléphone, faisant semblant d'hyperventiler. J'ai posé ma main sur son épaule pour le calmer, puis j'ai sorti son téléphone de ma poche arrière. Je lui ai dit, tu vois, tes parents ne vont pas te tuer parce que tu l'as jeté à la poubelle en espérant que je t'en achète un nouveau. Puis j'ai écrasé son téléphone au sol et en entendant l'écran se briser, j'ai dit, merde, je suppose qu'ils vont te tuer après tout. Et sur ce, je suis parti. Je me suis éloigné de tout le monde pendant un moment. Je les ai ignorés dans les couloirs et en classe, et je les ai bloqués sur tout ce par quoi ils pouvaient me contacter. Ils savaient que j'avais besoin de cet argent pour payer l'université et pour que mes frères et sœurs puissent aller dans une bonne école, mais ils ont profité de moi. Ce n'étaient pas seulement mes amis. Si j'allais à l'épicerie, les gens prétendaient avoir oublié leur carte et me demandaient de payer pour eux. Je leur faisais toujours remarquer que je pouvais très bien voir leur carte dans leur poche arrière. Et ils marmonnaient quelque chose en disant que j'étais avide. Pour de vrai, moi, avide, honnêtement, les gens sont audacieux. J'ai décidé que j'allais arrêter de payer les achats des gens et de donner mon argent à n'importe qui. Et que j'allais plutôt le rendre intéressant. J'ai distribué des prospectus dans tout le quartier et à tous les élèves de l'école. La nouvelle de ce que j'organisais s'est répandue comme une traînée de poudre. Au festival annuel de l'école, j'ai eu une mini-loterie. Je donnais un tiers de mon argent que j'avais gagné avec mon gratte-gratte de loterie. Cette année-là, le festival était plus important que jamais.
il y avait plus d'une centaine de personnes sur le terrain de l'école, dans l'espoir d'obtenir un ticket et de gagner de l'argent. Il y avait des tas de tentes avec la nourriture, des manèges et des stands pour les enfants. En me promenant, je pouvais voir que les gens étaient excités. Comme il se doit, car ils pensaient tous qu'ils allaient gagner. J'ai laissé des notes aux gens lorsque j'ai distribué des prospectus ou que je leur ai dit en personne qu'ils allaient gagner. J'ai dit à tout le monde que s'ils gardaient ça pour eux, je leur donnerais le ticket gagnant. Enfin, l'heure de la tombola a sonné. Les gens se sont rassemblés sur le terrain de football et j'ai fait le tour avec un sac rempli de petits tickets avec des numéros dessus. Je les ai personnellement distribués aux gens et leur ai souri d'un air pénou lorsqu'ils m'ont fait un clin d'œil ou m'ont serré la main en me remerciant d'avance. La dernière personne à avoir obtenu un ticket était Marianne, la dame du déjeuner. Son billet cependant n'est pas sorti du sac. Il vient de ma poche. Elle avait l'air fatiguée d'avoir travaillé toute la journée. Elle s'est assise et je l'ai vue se frotter le genou. « Ce genou te gêne toujours, Marie-Jeanne » lui ai-je demandé. « Oui, le docteur a dit que c'était assez grave » a-t-elle répondu dégonflée. Je me suis ensuite dirigé vers le podium et j'ai tapé dans le micro. J'ai fait un petit discours juste pour exciter davantage tout le monde. Puis j'ai annoncé les numéros du ticket gagnant. 7, 3, 9, 2. Tout le monde était silencieux. J'ai entendu des petits « quoi » et des jurons, puis un cri strident et un rire. Marianne tenait le ticket gagnant en l'air. Je suppose que l'adrénaline a engourdi son genou pendant une seconde, car elle a réussi à courir jusqu'au podium et m'a montré son ticket. J'ai fait un grand sourire et lui ai serré la main. « C'est que tu le mérites », lui ai-je dit. Les gens autour de nous ont commencé à me huer, alors que je me suis retourné vers le micro et j'ai dit « Chacun d'entre vous a commencé à profiter de moi quand j'ai gagné mon argent. Elle est la seule qui n'a pas changé. Vous devriez tous avoir honte de vous. » 2 jours plus tard, je fermais le même restaurant. J'ai gardé mon travail parce que celui-ci était amusant. Et un peu d'argent supplémentaire n'a jamais fait de mal à personne. J'ai commencé à marcher sur mon chemin habituel, mais j'ai senti des picotements dans ma nuque lorsque je me suis approché de la ruelle. Soudain, le vieil homme en est sorti lentement et je me suis retrouvé face à face avec lui. L'homme a commencé à s'approcher de moi. Alors, je me suis redressé, mais à ma grande surprise, il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré fort dans ses bras et ça n'a pas semblé bizarre du tout pour une raison quelconque. « Je savais que tu ferais ce qu'il fallait », m'a-t-il dit en tapotant sur la joue. Sa main était étrangement froide. Je pensais encore à cette rencontre avec l'homme lorsque je suis arrivé à la maison. Pour une raison quelconque, mes yeux ont dérivé vers les albums photos sur l'étagère. Je ne les ai jamais regardés. J'en ai pris un qui semblait sortir du lot. Je l'ai regardé distraitement, mais une photo est sortie. C'était moi, bébé, et j'étais sur les épaules d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. C'est là que ça m'a frappé. Le vieil homme était mon grand-père. Le grand-père qui était décédé quand j'étais très jeune. Quand je raconte cette histoire aux gens, ils ont peur. Mais honnêtement, je ne ressens que de la chaleur et du bonheur.